demander. Je te dirai après. Bonjour, bonjour, bonsoir, 21 h en France. 21 h en France, mais je sais qu'il y a des gens du Canada qui m'écoutent, il y a des gens d'autres pays francophones avec des horaires différents. Bonjour à tous, bonsoir. Je vois que vous êtes en train de rentrer dans ce live. Vous m'entendez bien? Tout le monde m'entend? Oui? Oui, pas sur le. Alors, Sophie. pas de son Attends un peu, sur Facebook. s'il te plaît. Bonsoir. Alors, là, on me demande d'attendre parce que le son ne fonctionne pas sur Facebook. Voilà, ça y est, on peut parler. Bonsoir à tous, merci d'être ici, hein, c'est sympa. J'imagine que vous avez autre chose à faire, donc c'est, comme on dit, merci de m'accorder ces quelques minutes d'attention. Suite aux 2 lives que j'ai fait ce mois-ci et qui ont réellement eu une belle répercussion, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de questions, beaucoup de commentaires qui me montrent qu'il y a un réel besoin en France, une réelle demande d'attention sur ce sujet, qui est le sujet de manger mieux et non pas moins. C'est le sujet que je traite depuis maintenant des années ici au Brésil. Et donc, je me lance en français. Hein. Je me suis déjà lancée puisque j'ai même écrit un livre chez Marabout. Il est là, celui-là, hein, qui est un livre qui est lancé depuis juin 2019, qui marche bien, qui plaît au public, qui plaît aussi aux professionnels de santé, donc c'est chouette. C'est un peu ce qui se passe ici au Brésil. Moi, je suis Sophie de Rame. Je suis française, mais aussi brésilienne. J'ai étudié en France, je suis ingénieure agronome de AgroParisTech. Je suis ensuite partie à New York il y a exactement 31 ans, presque 31 ans. Je suis partie à New York, je travaillais en banque d'affaires dans le domaine de l'analyse financière, les mergers and acquisitions, j'adorais mon job et on est parti avec mon mari à New York pour ce qui s'appelait à l'époque un VSN, un volontaire du service national. C'était une façon de faire son service national auprès d'une entreprise. Et donc nous sommes partis à New York et ça a changé ma vie évidemment, déjà parce que je venais de me marier, puis aussi parce que j'étais enceinte, donc beaucoup de choses nouvelles et surtout je suis arrivée à New York sans visa de travail, donc il fallait que je revoie un petit peu ma carrière. Et c'était intéressant parce que c'est un moment où je suis arrivée à New York un petit peu en explorant cette nouvelle culture. On allait y vivre a priori 2 ans et on y est resté 9 ans. Donc ce sont 9 années très importantes de ma vie et où j'ai dû remettre en question pas mal de dogmes, pas mal de façons de vivre, puisque c'était une autre culture complètement. Et ce qui m'a vraiment surpris quand je suis arrivée à New York, c'est qu'il y avait une guerre à New York. Il y a 31 ans, la ville était en guerre contre le gras. Oui, vous m'avez bien entendu, en guerre contre le gras. Pas en guerre contre les gros, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'il y a une grossophobie très forte
aux États-Unis, mais en France aussi. Mais c'était le gras alimentaire, le gras qu'il y avait dans les aliments, dans le gras de la viande, mais aussi le beurre, le cholestérol. Alors tout était no fat, low fat, no cholestérol. Ça voulait dire que tout ce qui était acide gras, saturé, tout ce qui était animal était considéré mauvais pour la santé. Mais c'était vraiment une guerre, parce que tout était écrit en rouge. On avait l'impression que si on mangeait un tout petit peu de beurre, pouf, on allait mourir d'une crise cardiaque. Et je ris en disant aussi, sur les bouteilles d'eau, il y avait écrit no cholestérol. Je me suis dit, mais ils sont dingues. C'est quand même évident qu'il n'y a pas de cholestérol dans l'eau. Hein. Donc vous voyez, c'était quand même très très fort cette vision anti-gras. Mais pour ma part, ça ne m'a pas changé toutes mes habitudes alimentaires, parce que je suis très relax par rapport à mon alimentation. Et puis surtout, je me suis dit, mais attends, moi je me souviens de mon arrière-grand-père. J'ai connu mon arrière-grand-père, c'est une chance, hein. J'ai connu mon arrière-grand-père, et mon arrière-grand-père, ben, il mangeait du gras, il mangeait du camembert, il mangeait du beurre sur ses tartines, et il est mort à 97 ans. C'est quelqu'un qui a vécu 2 guerres. Je me suis dit, oh, ma génétique, elle est tranquille, je peux manger du gras, sans excès bien évidemment, mais j'ai continué à mettre du beurre sur mes tartines, j'ai continué à manger de la viande. C'est vrai que j'ai enlevé le gras du jambon, ce genre de choses, mais voilà, donc pas du tout impressionnée par cette guerre contre le gras. Mais aujourd'hui, on voit que c'était le début de ce qu'on appelle la tyrannie alimentaire. Hein. Ça a commencé vraiment il y a 30-40 ans contre le gras. Et ensuite, ça a été contre les glucides. Après, ça a été contre le sucre. Hein, aujourd'hui, c'est le sucre qui est le méchant. C'est intéressant parce que dans les années 2014, ça ne fait pas si longtemps que ça, le gras est revenu. Hein, il y a une photo de la revue Times Magazine qui dit Eat butter, mangez du beurre. Hein, donc on voit que la mode a changé, le modisme a changé, et cette tyrannie alimentaire qui était sur le gras, elle s'est déplacée sur d'autres aliments. Donc les glucides, le sucre, je l'ai dit. Alors aussi, ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'après c'est le gluten qui est devenu le méchant. Il y a eu le lactose, le fructose, et maintenant on voit aussi qu'il y a la viande qui est très condamnée, les légumes et les fruits à cause des pesticides, et je ris, mais c'est pas très drôle en fait. Je blague un peu en disant, mais en fait on peut plus rien manger. Hein. Alors je le dis en riant, mais en fait c'est très très grave, parce qu'il y a une sorte de tyrannie alimentaire qui fait qu'on ne sait plus quoi manger. Les gens ont peur de manger. Hein. Et nous, nutritionnistes, diététiciens, nutritionnistes, notre travail est de justement faire on rétablisse une relation tranquille avec l'aliment. Hein, parce que si on est en guerre avec son alimentation, on est en guerre contre soi, on est en guerre contre son bien-être, sa santé, et avec des risques de tomber malade. Alors tomber malade qui peut être de maladies mentales. Hein, moi je travaille à l'hôpital de Sao Paulo avec les troubles alimentaires. Hein, et je peux vous dire que à Sao Paulo, au Brésil, on a des listes d'attente, jusqu'à 2 ans de liste d'attente, tellement on est submergé de troubles alimentaires. Et c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans. Hein, donc c'est mondial, il y a un malaise alimentaire à peu près partout. Et dans ma recherche, donc moi je suis, comme je l'ai dit, ingénieure agronome, mais au bout de quelques années des États-Unis, donc j'ai eu mes enfants aux États-Unis, je suis maman de 4 enfants qui sont aujourd'hui adultes, j'ai senti un petit peu
mal-être en vivant aux États-Unis par rapport à l'alimentation. Pourquoi? Parce que j'écoutais tellement de choses sur l'alimentation, tellement d'informations, que moi-même j'ai commencé à me dire, oh là là, est-ce que je dois donner un brocoli tous les jours à mon fils? Est-ce que je dois donner de l'oméga 3? Donc j'ai commencé à douter finalement, à perdre ma confiance par rapport à une alimentation saine. Et cela m'a poussée à retourner étudier. Et donc j'ai fait mes études de diététique nutritionniste quand j'avais 35 ans. Donc j'étais déjà maman de plusieurs enfants, j'étais déjà plus mature, je gardais mon esprit d'ingénieur. Donc je suis rentrée en diététique et nutrition par le CNED, j'ai fait ces études par le CNED, et je recevais des kilos et des kilos de livres. J'étais au Brésil, je recevais des kilos de livres et je devais tout lire, faire la synthèse, l'analyse, en sortir ce qui était important, et tout ça en préparation de l'examen du BTS. Donc c'était pas simple, et ça m'a obligée à m'approfondir dans toutes ces informations que je recevais. Et surtout, quand j'allais chercher la source scientifique, je me rendais compte qu'il n'y avait pas de source scientifique très cohérente. Hein. C'est intéressant. Dans la nutrition, vous allez trouver une étude qui dit quelque chose et une autre qui dit le contraire. Hein, parce que c'est de la biologie. Et on sait que quand on travaille de la biologie, on n'a pas une science exacte. On a une science de la vie. La science de la vie, c'est une science qui évolue. Donc on est toujours en train de s'actualiser et de lire et d'apprendre. Et donc, en devenant diététicienne nutritionniste, j'étais encore plus confuse après les études qu'avant. C'est intéressant. Et donc, je me suis dit, oh là là, mais en fait, je me suis compliqué la vie pendant ce temps-là en essayant d'étudier. Donc, ça m'a permis de prendre un petit peu de recul et surtout de décider de ne pas avoir de cabinet. Je ne voulais pas passer de régime. Donc, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de vouloir avoir un cabinet puisque tout le monde veut un régime. Donc, je vais continuer à étudier. Hein. Je ne voulais pas passer de régime parce que je me suis toujours dit, mais qui suis-je pour dire à quelqu'un, demain, il faut que tu manges cette quantité-là, il faut que tu manges du poulet, il faut que tu manges du riz, il faut que tu manges... Qui suis-je pour obliger quelqu'un à manger alors que c'est pas moi finalement qui dois décider, c'est la personne. Donc ça ne m'intéressait pas du tout de passer des régimes. Hein, et donc j'ai continué à étudier. Alors en arrivant au Brésil, j'ai étudié, je suis rentrée en fac, à la fac de nutrition et de médecine, et je suis rentrée dans la recherche en génétique sur l'obésité, hein, l'obésité infantile. Et donc à ce moment-là, voilà, j'ai commencé à justement essayer d'aider des petits enfants obèses et puis de leur demander d'essayer de les aider à maigrir, bien sûr, parce que c'était des enfants qui avaient un vrai problème de poids, mais aussi en essayant de leur rendre la vie quand même plus facile, parce que ce sont des enfants, quand ils arrivent dans notre ambulatoire, ils sont très tristes, des enfants un petit peu comment dire, oui, ils sont tristes, ils ont un petit peu honte d'être en surpoids. Enfin, ça me faisait beaucoup de peine parce que j'étais maman je suis maman, mais à l'époque j'étais maman d'enfants du même âge, hein, 6 à 14 ans. Et donc la question c'était, mais comment faire pour les aider? Donc voilà, au départ j'essayais de les aider en leur disant, bon ben, tu vas faire plus d'activité physique, tu vas manger plus de légumes. Mais j'avais en face de moi des enfants qui disaient, mais doctora Sophie, je voudrais maigrir, mais je ne pense qu'à manger tout le temps. Doctora Sophie, je voudrais maigrir, mais je mange en cachette de ma maman et je ne veux pas manger en cachette de ma maman. Donc en discutant avec eux, je leur dis, mais alors très bien, tu ne veux pas manger en cachette, mais tu le fais. Alors explique-moi, comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'entendais régulièrement, mais c'est plus fort que moi. Hein, c'est quelque chose beaucoup plus fort que moi.
J'ai pas envie, mais ça se passe. Et donc ça m'a amené à étudier plus. Donc vous comprenez que depuis des années, j'étudie. Donc j'étudie, je me pose des questions et j'avance. Hein. Donc je suis partie en psychiatrie étudier les troubles alimentaires, donc le comportement altéré, un comportement malade, et essayer de comprendre ce qui se passe chez les troubles alimentaires, essayer de comprendre ce que c'est que manger normal. Qu'est-ce que c'est être un manger normal? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein. Et donc j'ai travaillé avec de l'anorexie, avec de la boulimie, avec de la compulsion alimentaire, pour me rendre compte que finalement presque tous ces patients hein, avaient la même histoire. Presque tous disaient, mais vous savez, j'allais bien, parce que personne ne naît anorexique, personne ne naît boulimique. Hein. J'allais bien, j'ai fait un régime et j'ai commencé mon trouble alimentaire. Hein. Et donc, quand on regarde la science, c'est très clair que presque tous les régimes, presque tous les troubles alimentaires commencent avec un régime. Regardez comme c'est intéressant. Donc, c'est pas parce qu'on fait un régime qu'on va avoir un trouble alimentaire, mais le trouble alimentaire commence avec les régimes. Alors, il se trouve que ça m'a beaucoup intéressé. Et comme je suis chercheur, aujourd'hui, je coordonne le programme de génétique des troubles alimentaires de la faculté de médecine de São Paulo. C'est très chic, je suis chercheur et je suis dans mon labo hein, à monter une banque d'ADN de tous nos patients qui ont des troubles alimentaires, mais aussi de patients qui n'ont pas de troubles alimentaires pour pouvoir comparer. Et surtout, ça m'a poussé à étudier toute cette science de la neuroscience, c'est-à-dire que on se rend compte que finalement tout est là, tout est là. Hein, c'est le cerveau qui commande. Le cerveau, il commande les émotions, les hormones, la faim, notre faim, elle est ici. Notre satiété est ici. Et notre cerveau, il régule notre poids. Hein. Et quand on étudie l'effet des régimes, des restrictions dans le cerveau, on voit que c'est pratiquement le plus gros stress pour notre cerveau, c'est de justement faire un régime. Donc notre cerveau il déteste faire des régimes. Voyez. Et ça m'a vraiment surpris parce que quand on fait des régimes, en fait, on dérégule notre cerveau. Parce qu'on actionne un système de défense, d'adaptation pour défendre quoi? Notre survie. Notre cerveau, il croit qu'on est dans un... Quand on fait un régime, il pense qu'on est en mode survie, qu'on ne mange pas assez. Donc il va s'adapter. Hein, et aujourd'hui, c'est très clair, il y a plusieurs études qui le montrent, que dans cette adaptation, il y a une augmentation de l'appétit et une diminution du métabolisme. Alors pourquoi augmenter l'appétit? Finalement, c'est votre cerveau qui vous dit, mais mange. Hein. Alors le cerveau, il reçoit des informations en permanence. Et puis, vous commencez un régime, donc vous allez manger en général moins. Hein, il y a des régimes où on coupe des calories, donc on mange moins. Et puis il y a des régimes où on enlève des groupes alimentaires. Par exemple, à partir de maintenant, je vais faire sans glucides. Je vais faire un régime protéiné qui était très à la mode il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on sait à quel point ce sont des régimes extrêmement mauvais pour la santé. Hein. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que 95% des gens qui font des régimes regrossissent. Hein. Et donc, c'est intéressant ça, parce que ça fait pas, c'est pas une nouvelle récente. On retrouve des études qui ont presque 100 ans qui disent que faire un régime, ça marche pas. Alors, je sais qu'en France, dans les années 2010-2011, il y a eu un rapport vraiment excellent du professeur Le Cerf et toute son équipe de l'ANSES contre les régimes, et donc qui explique vraiment très clairement que faire un régime, ça fait du mal à notre santé. Et à l'époque, ça a fait beaucoup de bruit. Et puis, tout le monde s'est remis à faire des régimes. Parce que finalement, quand on ne fait pas de régime, on a l'impression qu'on
on ne s'occupe pas bien de son corps, on a l'impression qu'on va grossir. Et il y a surtout une grande industrie, hein, cette industrie du maigrir à tout prix. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait des régimes? Eh ben, on fait peur à notre cerveau et il s'adapte en augmentant l'appétit. Donc, on pense qu'à manger. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais quand on fait des régimes, eh bien, on dérègle son appétit et on augmente son manger émotionnel. Alors, c'est intéressant parce que une fois qu'on fait des régimes, on ne va plus avoir la même relation avec l'alimentation. Quand on fait des régimes, eh bien, on va donner plus d'importance à l'alimentation, surtout cette alimentation récompense. Et après les régimes, eh bien, on ne sait plus trop ce qu'on ressent. Alors, j'ai faim, je mange. Ok, mais je suis triste, je mange. Je suis stressée, je mange. Je suis fatiguée, je mange. Je m'ennuie, je mange. Tout est motif à manger. Et alors là, on commence à avoir une relation compliquée. Parce que dans ces moments-là, c'est jamais des haricots verts qu'on veut. Hein, c'est toujours des aliments ou interdits, ou qu'on s'interdit, ou des aliments très riches en énergie, qui nous donnent après une impression d'avoir fait mal, hein, d'avoir fait de mauvais choix, et on se sent coupable. Et cette culpabilité, elle rentre un peu comme une sorte d'habitude. Hein, et quand on mange mal, on se dit zut, j'ai mal fait. Et on voit qu'aujourd'hui, que cette culpabilité, elle est très chargée en émotions négatives, mais aussi elle fait manger plus. Alors, du coup, on se retrouve dans un cercle vicieux, parce qu'on essaie de faire un régime pour manger moins. Ensuite, on se sent mal, donc on va se dire, oh mais je mérite, je vais manger quand même, je vais en manger quelque chose qui a été interdit par le régime. Et au moment où on ouvre cette porte en se disant, je vais en manger un, patatras, on se retrouve dans l'excès, on se retrouve dans la culpabilité, l'impression d'avoir tout raté, et on reprend des régimes parce qu'on se sent gros et on se retrouve dans un cercle vicieux que j'explique bien dans mon livre, qui est un cercle vicieux pervers parce qu'on va vous faire croire dans ce cercle vicieux que le problème c'est vous. Hein, parce que le régime il marche. Ah ben oui, quand vous faisiez le régime au début, vous maigrissiez. Donc vous voyez, le régime marche. Le problème c'est vous. Alors qu'en réalité, et c'est ça que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est normal de ne pas réussir à faire un régime. Hein, c'est normal de se remettre à manger et c'est normal de regrossir. D'accord? Alors, attention à tous ces sentiments de culpabilité, de se dire qu'on n'y arrive pas, que les autres y arrivent mais pas moi. Les chiffres sont très clairs. Si vous prenez 100 personnes, sur ces 100 personnes, 95 vont regrossir. D'accord? Et quand on regrossit, c'est intéressant parce qu'on revient très souvent à son poids ou un peu plus. Mais surtout, on revient avec un autre corps. On revient avec un corps plus gras. Parce que quand on perd du poids rapidement, on perd des muscles, on perd de l'eau. Quand on regrossit rapidement, on grossit du gras. Et donc, on a l'impression qu'on revient au même poids, alors qu'en fait, on revient en général un tout petit peu plus et plus gras. Et surtout avec un appétit dérégulé, avec plus faim, avec plus envie de manger, plus de manger émotionnel. Et vous comprenez pourquoi mon livre s'appelle « Oublier les régimes ». Ils font grossir. Hein, parce qu'on voit qu'à la longue, sur, on va dire, au moins 80% des gens qui font des régimes, ils vont grossir. Hein, à la longue, ça fait grossir. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça fait grossir. Ça transforme aussi votre santé. C'est-à-dire que ça vous met dans une situation à risque. À risque de quoi? D'avoir plus de maladies chroniques comme des maladies cardiovasculaires, du diabète. Il y a quelques études, mais c'est un peu controverse, qui disent qu'on augmente aussi le risque de cancer. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'en faisant des régimes, eh bien, on altère sa santé. On va vers une santé de plus en plus, comment dire, on va vers des risques de santé.
Hein. Donc faire des régimes, c'est pas anodin. On ne peut pas se dire, ah, je vais faire un régime rapide, puis après, je mangerai comme avant. Parce qu'on ne revient pas comme avant. Ça, c'est quelque chose qui est important, parce que quand on étudie l'expression des gènes, on voit que dans le cerveau, il y a une modification de l'expression des gènes. Donc, on peut réorganiser son alimentation et revenir comme avant, mais pas, ça ne se fait pas tout seul et ça ne se fait pas très rapidement. D'accord? Donc, faire des régimes, non. Et quand j'étais dans mon labo, je me suis dit, mais il faut que j'en parle parce que c'est pas possible. Tout le monde passe des régimes à tout le monde, hein, même les magazines, vos amis, même une maman à son enfant. On a l'impression qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une mentalité de régime. Et donc, au Brésil, je suis sortie du labo pour parler. Alors, au départ, pour parler dans des congrès, alors je parlais de nutrigénomique, l'expression des gènes dans le cerveau, on fait des régimes. Et j'avais en face de moi des professionnels de santé, des médecins, des nutritionnistes, des psychologues, tout le monde qui assistait à mes conférences me disant, mais Sophie, c'est extrêmement intéressant, tout ce que tu dis. Seulement voilà, ils aimaient beaucoup ma conférence, mais après, ils allaient dans leur cabinet et ils passaient des régimes, parce que c'est ce qu'ils ont appris. Hein, c'est ce qu'on apprend. Moi, j'ai appris ça quand j'ai fait mes études de diététicienne nutritionniste. J'ai appris à passer des régimes. Alors attention, de temps en temps, c'est important de passer un régime. Hein, quand on est malade, on a une pathologie, il y a besoin de passer des régimes, d'adapter l'alimentation. Le problème, c'est que quand le médecin ou le diététicien nutritionniste ou le nutritionniste devient un amaigrissologue, hein, et passe des régimes pour maigrir. Et là, oui, on voit que ça peut déréguler le cerveau. Alors, c'est intéressant parce que en parlant aux professionnels de santé, j'ai vu que ça servait à rien. Ils n'allaient pas changer. Ils allaient continuer à passer leur régime là, imprimer les régimes 1200 calories, 1400 calories. Et donc j'ai décidé, au Brésil, d'aller dans les réseaux sociaux. Voilà, j'ai ouvert mon Facebook, j'ai monté une page qui s'appelle Les secrets de Sophie. Donc j'ai une page maintenant en français, mais à l'époque elle était en portugais, Os Segredos da Sophie. Et j'ai commencé à avoir des followers, des gens qui venaient, qui me disaient, ah mais Sophie, tu m'aides beaucoup parce que effectivement je me sentais coupable de jamais réussir à maigrir, mais maintenant tu m'expliques en fait, plus j'essaie de faire des régimes et plus je vais grossir. Et de fil en aiguille, aujourd'hui j'ai plus de 300 000 followers au Brésil et au Portugal. Et alors, quand je commençais à parler un petit peu de cet effet des régimes sur le cerveau, il y a un éditeur, une maison d'édition brésilienne, qui est entré en contact avec moi, qui a dit, mais Sophie, vous ne voudriez pas écrire un livre avec moi parce que vous dites des choses d'une manière relativement simple, mais des choses très complexes, mais qui sont hyper intéressantes. Parce qu'il m'avait écouté à la radio, j'avais été invitée à la radio. Et donc, on a travaillé ensemble pour écrire un livre en portugais. Donc la première réaction que j'ai eue, j'ai dit, ah non, excusez-moi, mais écrire un livre, déjà, ça me paraît impossible. Mais alors en portugais, c'est absolument pas ma langue, je sais pas très bien écrire le portugais. Et il m'a dit, mais je vais vous aider avec une éditrice qui va corriger votre portugais. Et donc, nous voilà partis. Et je commence à écrire mon livre. Et quand je lui envoie les premières pages, mon éditeur me dit, oh là là, mais Sophie, c'est très familier comme style. Moi, je pensais que vous alliez faire un traité de recherche sur l'effet des régimes sur le cerveau. Ah, je lui dis, bah non, moi, ce que je veux, c'est justement parler au public. Je veux dire au public, arrêtez de faire des régimes. Commencez à essayer d'avoir une autre vision du poids. Le poids, c'est pas une histoire de contrôle, une histoire de restriction. Le poids, c'est une histoire de santé, de bien-être. Et donc, il a dit, bah, ça me paraît intéressant. On n'a qu'à le lancer comme ça, le livre. Et c'était intéressant parce qu'on l'a lancé le 15 décembre 2014. Il était en rupture de stock avant Noël.
2014. Donc en 10 jours, c'est vendu tout ce qu'il avait imprimé. Donc il était très très surpris. Et c'est un livre qui est devenu un best-seller au Brésil. Alors la deuxième édition est là. On l'a lancé en 2018. Le titre, c'est Le poids des régimes. Alors pourquoi je ne l'ai pas appelé comme ça en France? Eh bien parce que Marabout n'a pas aimé ce titre. Ah non, ils ont dit non, le poids des régimes. On voudrait un titre qui donne plus envie d'agir. Alors on a réfléchi ensemble et on est arrivé à ce livre, donc en français, Oubliez les régimes, ils font grossir. Donc voilà toute l'histoire de ces livres. Et je devais lancer un livre en Portugal en avril, parce qu'au Portugal on parle portugais, mais c'est un autre portugais, donc il y a une adaptation à faire. Et ben, avec tout ce qui se passe, ça a été un petit peu reporté, mais ça va se faire. Et donc voilà ce livre pour dire, écoutez, arrêtez de faire des régimes. Arrêtez de croire que on peut faire des régimes et ensuite revenir comme avant. Faire un régime, ça bouleverse tout votre corps et ça vous met dans un risque de grossir. Hein, exactement le contraire de ce qu'on recherche. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit les chiffres, on voit que pratiquement tout le monde regrossit après un régime dans les 6 mois à 5 ans. Hein, il y a, je ne sais pas si vous connaissez cette émission américaine qui, à mon sens, est atroce, mais bon, qui s'appelle comment ça s'appelle Biggest Loser. Ça veut dire le plus grand perdant. Et en fait, on met des équipes de personnes en excès de poids et on leur donne je ne sais plus combien de semaines pour maigrir. Et c'est l'équipe qui maigrit le plus qui gagne. Ok. Et donc, on montre que c'est qu'une histoire de force de volonté, c'est qu'une histoire de discipline. Il suffit de faire beaucoup de sport, il suffit d'arrêter de manger et on maigrit. Et c'est vrai que c'est surprenant parce qu'ils arrivent à des totaux de plus de 50 kilos perdus en quelques semaines. Donc on peut se dire, waouh, effectivement, en fait, ça marche bien. Seulement, voilà, il y a un chercheur qui a étudié les gens après le spectacle. Hein, et donc ces gens qui ont perdu énormément de poids pour passer à la télé, que deviennent-ils plus tard? Et son étude est très intéressante parce qu'il les a suivis jusqu'à 6 ans après. Et 6 ans après, on voit qu'ils ont repris le poids. Que beaucoup ont même empiré leurs signes cliniques avec beaucoup de risques de diabète, hein, un métabolisme complètement effondré et une glycémie assez élevée. Et donc on voit que finalement le résultat de ces pertes de poids très très rapides et très intenses ne sont pas bénéfiques à notre santé. Et le corps en fait va se défendre, et va se défendre en modifiant son métabolisme et avec parfois des risques de prédiabète. Hein. Alors, ok, Sophie, ok, il y a presque tout le monde qui regrossit, mais il y a quand même des gens qui ne regrossissent pas. Alors, oui, et je suis allée voir parce que je suis chercheur. Je me suis dit, qui sont ces 5% de réussite, hein? Et quand on regarde qui sont, la majeure partie, ce sont des gens qui sont des troubles alimentaires. Hein? Anorexie et boulimie. Et c'est pour ça qu'ils ne regrossissent pas. C'est parce qu'ils sont dans un trouble alimentaire, qui est une maladie mentale, donc beaucoup plus grave finalement que ce qu'ils avaient avant, parce qu'ils se retrouvent avec une maladie psychiatrique qui est extrêmement complexe, difficile à traiter. Et aujourd'hui, on voit que parfois, c'est à la suite d'un régime un peu restrictif que la personne est tombée dans ce trouble alimentaire. Hein, voilà. Alors, donc, mon livre, hein, c'est déjà pour expliquer qu'il ne faut pas faire de régime. Et là, on me dit, ok, Sophie, tu as bien expliqué ta thèse, ok, ton concept a l'air de tenir la route. Il faut voir que ça fait plus de 5 ans que je dis la même chose. Hein. Dans tous les livres, je dis la même chose. Je ne change pas une virgule. Hein. Donc, faire des régimes, c'est pas une bonne idée. Mais la question est alors, quoi faire? Hein? Et c'est pour ça que dans mon livre, le premier déjà,
La moitié du livre, ce sont des conseils de bien-être, des conseils avec les secrets de Sophie. Donc il y a 7 secrets, 7 facteurs à regarder. Quand on veut changer son poids, quand on se dit je ne suis pas bien dans mon corps, je ne suis pas bien dans mon poids, d'abord, premièrement, comprendre que ce n'est pas une question de volonté. Donc, ce n'est pas à vous de décider le poids que vous voulez. Et il faut le faire en accord avec votre corps, c'est-à-dire en respectant votre corps. Si vous avez pris du poids, essayez de savoir pourquoi. Parce que parfois, on prend du poids pour des raisons qui sont autres que l'alimentation. Parfois, on prend du poids parce qu'on a une thyroïde qui ne fonctionne pas. Parfois, on prend du poids parce qu'on prend un médicament. Parfois, on prend du poids parce qu'on ne dort pas assez. Et alors, on va mettre tout ça sur le compte de l'alimentation. Et on va encore empirer notre situation parce qu'on va non seulement pas dormir, mais en plus pas manger. Alors, donc dans les secrets de Sophie, il y a tout un tas de facteurs qui sont les rituels de l'alimentation, faire la paix avec son corps, comprendre que c'est le cerveau qui commande tout ça, donc être gentil avec son cerveau, apprendre à gérer le stress, tout ça c'est important. Et surtout 50 à 70 recettes. Dans chacun des livres, là, il y a des recettes. Et des recettes qui ne sont pas des recettes de grands chefs, mais des recettes pour vous faire cuisiner de manière facile, rapide et savoureuse. Parce que moi, je suis maman de 4 et j'ai toujours cuisiné. Mais il ne faut pas me demander de rester 2 heures dans la cuisine parce que j'ai vraiment autre chose à faire. Seulement, on arrive en 20 minutes, une demi-heure, à faire des repas très corrects. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord donné mes recettes. J'ai demandé à mes enfants, parce que les enfants sont adultes, je leur ai demandé s'ils avaient une recette à partager. Ils m'ont passé chacun une recette. J'ai aussi écrit à mes amis du monde entier, parce que j'ai quand même beaucoup bougé. Je leur ai demandé s'ils avaient une recette rapide, facile et savoureuse, qui font quand tout le monde a faim et qu'ils n'ont pas tellement de temps pour faire plaisir à tout le monde. Et j'ai reçu une vingtaine de recettes d'amis. Et donc, le tout fait qu'il y a plus de 70 recettes dans le livre français, avec quelques recettes aussi de chefs, un chef brésilien, chef français au Brésil, chef français en France. À Caroline Rostand, très gentiment, m'a passé une jolie petite recette de sardines, de pâté de sardines, très sympa. Et donc, voilà, un livre pour dire finalement, reprenez des habitudes saines. Reprendre des habitudes saines, c'est de s'autoriser à manger de tout. La question, c'est pas à enlever de plus en plus d'aliments. La question, c'est de manger mieux. Et quand on mange mieux, finalement, c'est manger sans restriction, sans régime. C'est manger en respectant son corps, en respectant sa faim, en respectant ses envies. Mais aussi, c'est manger mieux en qualité. Et aujourd'hui, on voit que la meilleure qualité qui soit, c'est pas d'aller chercher des boîtes où il y a écrit santé. C'est retourner vers le basique, vers les aliments frais, faits maison. Alors, sans non plus faire la guerre aux aliments de l'industrie, parce qu'on en a besoin quand même de l'industrie. C'est grâce à l'industrie qu'on a des yaourts dans les rayons tout près. C'est grâce à l'industrie qu'on peut acheter des paquets de riz. On n'a pas besoin de tout fabriquer nous-mêmes. Donc, il ne faut pas hésiter quand même à acheter dans les supermarchés. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a tous ces aliments ultra transformés qui sont bien condamnés aujourd'hui et qui, de fait, ont une action sur notre cerveau. On voit qu'ils ont une action sur la faim, sur la satiété, sur l'envie de manger, sur le poids. Donc c'est vrai qu'il faut diminuer ces aliments ultra transformés dans notre alimentation. Mais c'est pas la peine de faire la guerre, parce que dès qu'on commence à faire la guerre contre, eh bien, il y a des sentiments négatifs qui vont venir, il y a des sentiments de stress, de culpabilité, et on n'a pas besoin de ça. Mais en revanche, si on mange de plus en plus d'aliments frais, faits maison, si on cuisine un peu plus, on gagne déjà de la santé. Donc moi j'ai 3 conseils. 3 conseils après toutes ces années d'études, parce que si je les compte, ça doit faire plus de 25 ans. Premièrement, oubliez les régimes.
Je crois que j'ai été claire. Hein, donc les régimes, ils vous apportent un poids qui peut être le poids sur le corps ou un poids mental. D'où le titre, le poids des régimes. Hein, donc oubliez les régimes. Mangez plus d'aliments frais faits maison, moins d'aliments transformés, ultra transformés, et cuisinez. Et là on me dit, ah mais Sophie, c'est quand même un peu simple. Hein. Ah oui, mais attention, simple, ça ne veut pas dire facile. Simple, parce que effectivement, bien manger, c'est pas compliqué. La nutrition, la science de la santé a compliqué tout ça. Parce que la science de la nutrition est extrêmement complexe et loin d'être une science exacte. Donc, plus on a d'informations et plus on est confus. Donc, en gros, j'ai tendance à dire, essayez d'oublier un peu tout ce que vous savez sur la nutrition. D'ailleurs, le livre chez Marabout, je leur ai dit, ah, mon rêve, c'est de l'appeler « Oubliez tout ce que vous savez sur la nutrition ». Et ils m'ont dit, c'est pas un titre qui va vendre ça. Alors, bon, j'ai laissé faire parce que quand on est quand on est auteur, on n'est pas tout à fait maître de son livre. Hein. Donc, je suis très contente du titre qu'on a choisi, mais ça a été quand même un grand discours, une grande communication. Hein. Ça n'a pas été très simple. Alors, là, ce que je vais faire, donc après tout ce que je vous ai dit, je voudrais ouvrir un petit peu aux questions. Il nous reste une quinzaine de minutes, 20 minutes. Ouvrir à des questions. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. On en reçoit déjà par Facebook. Et ça, c'est une belle trouvaille parce qu'effectivement, j'ai une page Facebook en français qui s'appelle Les secrets de Sophie Deram. Et quand je fais un live sur Instagram, je le fais simultanément sur YouTube et Facebook. Et donc, il y a une Virginie qui dit « Oui, c'est vrai, on ne sait plus quoi manger et on culpabilise et on ne prend plus de plaisir. » Alors, c'est exactement ce que je défends dans mon livre, hein, ce retour au plaisir de manger. Mais attention, le plaisir de manger, ça ne veut pas dire devenir glouton, manger tout ce qui se présente. Non, le plaisir de manger, c'est se faire plaisir au repas. Hein, et essayer de sortir un peu de cette tyrannie alimentaire qui vous oblige à faire des choix qui ne sont pas nécessairement les choix que vous auriez fait si vous étiez plus en paix avec l'alimentation. Donc, dans la définition de la santé, hein, on voit que la santé, c'est un bien-être physique, mental et social. Hein, donc, dans la santé, il y a déjà ce mot bien-être. Alors, essayer de se faire du bien, c'est pas quelque chose d'égoïste ou qui va vous faire perdre la discipline. C'est au contraire, c'est quelque chose de bienveillant, de gentil qu'on fait pour soi-même et qui fait que notre corps se sent mieux traité. Et un corps qui est bien traité, c'est un corps qui maigrit par conséquence si il est en excès de poids. Hein. Donc, la culpabilité, c'est pas très facile de s'en débarrasser. Hein, alors, mais c'est intéressant d'être conscient que ça existe et puis de se dire, oh ben là, je ressens la culpabilité, mais finalement, je vais pas laisser cette culpabilité me gâcher ma journée. Hein, donc, apprendre à gérer ces sentiments de culpabilité. En apprenant à vivre avec. Hein. L'idéal, c'est de manger sans culpabilité. Hein. J'ai une définition du manger, du bien manger. Bien manger, c'est manger de tout, sans restriction, sans culpabilité, avec plaisir et en écoutant sa faim et ses émotions. Hein. Donc, ça, c'est une définition, on va dire, du bien manger. La personne en paix, qui mange avec attention et qui s'écoute. Un peu ce que vivaient nos grands-parents. Hein? Et aujourd'hui, on ne vit pas ça du tout parce qu'on est en restriction, on a de la culpabilité et on n'a pas de plaisir. Donc déjà, on est dans une situation de stress. En plus, on n'écoute plus sa faim et ses émotions. On mélange tout. Je suis triste, je vais manger un paquet de gâteaux.
Alors quand on mange un paquet de gâteaux quand on est triste, ça s'appelle du manger émotionnel, on va quand même aller mieux. Mais oui, parce que manger des gâteaux, ça fait du bien. Hein, notre cerveau, il sait que dans les gâteaux, il y a du sucre, il y a du gras, il y a du chocolat. Donc, manger les gâteaux, ça fait du bien. Et c'est une soupape de pression. C'est-à-dire que ça peut être vécu comme une façon de gérer le stress. Alors le problème, c'est quand ça devient tous les jours, qu'on n'arrive même pas à contrôler, que c'est quelque chose dans notre pilote automatique. Là, ça vaut la peine de chercher de l'aide. Hein, chercher de l'aide dans la diététique comportementale. Il y a des groupes extraordinaires aujourd'hui de diététiciens, nutritionnistes français qui travaillent cette diététique comportementale. Hein, et donc, chercher à vous faire aider parce qu'il y a des moyens de sortir de cette difficulté. Alors, Magali Gabriel demande qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en surpoids. Alors, bonne question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, ne pas faire de régime. Ça, j'ai expliqué. Mais alors, que faire? Moi, je commencerai par faire peut-être un petit check-up, aller voir un médecin pour voir comment vous vous situez au niveau de la santé. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Est-ce qu'il peut y avoir un problème de thyroïde? Il peut y avoir un problème de cholestérol, un problème de résistance à l'insuline, voilà, de glycémie altérée. Donc déjà voir comment est votre santé et essayer de comprendre comment vous avez grossi. C'est intéressant, hein, parce que on prend le surpoids comme quelque chose dont on ne veut pas. Ok, mais ce surpoids, il a une raison d'être. Hein, c'est le corps qui a décidé, et notamment votre cerveau, de stocker du gras. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le corps stocke du gras quand il se sent stressé. Et stressé par qu'est-ce qui vous a fait grossir? Donc ça, c'est la première question. Deuxièmement, cette question du surpoids, elle est très relative. Parce que beaucoup de gens vont me dire « Ah, mais Sophie, j'ai besoin de maigrir. » Et en fait, c'est eux qui ont décidé que le poids qu'ils veulent, c'est tel poids. Si on allait au supermarché, qu'on décidait le poids qu'on voulait faire. Hein. Ça, malheureusement, il y a une industrie derrière. Hein. Il y a une industrie qui vous dit « Mais oui, il suffit d'investir, il suffit d'acheter des suppléments, il suffit de faire ce régime, il suffit de faire la chirurgie et vous aurez le poids de vos rêves. » Le corps ne fonctionne pas comme ça. Hein. Donc, prendre cette question du surpoids de manière, on va dire, plus bienveillante et comprendre comment vous en êtes arrivé là. On ne devient pas en surpoids d'un jour à l'autre. Alors, si vous avez fait beaucoup de régimes déjà pour diminuer votre surpoids, pensez à ce que je vous ai dit. Hein, et comprendre que ce n'est pas en faisant un autre régime que vous allez le régler. Alors, j'ai quelques questions sur Instagram. On parle d'assiette équilibrée dans la presse. Mais quelle est la définition de cet équilibre? C'est une excellente question de SOS. Ok, je suis d'accord que une assiette équilibrée, c'est ce qu'on dit quand on veut parler vaguement de bien manger. Hein, mais elle a plusieurs définitions parce que ça va dépendre du professionnel avec qui vous allez parler, du journaliste avec qui vous allez parler. Il y en a qui vont vous dire ah, mais une assiette équilibrée, c'est que des légumes, plant-based, mais du type vegan. Voilà. Pas du tout de viande, pas du tout de gras. D'autres définitions, ça va être pas du tout de glucides. Hein, donc, cette définition d'assiette équilibrée, elle est assez confuse et il n'y a pas de consensus. Hein, personne n'est d'accord dessus. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'abord, il n'existe pas une assiette parfaite. Hein? Donc, ce qui est important, c'est par rapport à vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que vous voulez manger? Ce qui est intéressant, c'est de varier votre alimentation et aussi de mettre plusieurs groupes alimentaires ensemble. Hein. Tout ça, je l'explique dans le livre, mais c'est intéressant de voir que on ne peut pas se nourrir que de salade, on ne peut pas se nourrir que de viande, on peut pas se... Alors je sais qu'il y en a qui vont dire que oui, mais ce qu'on voit, c'est que le corps, il a besoin de variété. Il a besoin
de manger un peu de tout. Hein. Comment réagir devant une faim qui est émotionnelle, en fait, due à un stress? Est-il possible d'avoir envie de chocolat et de noix en raison d'un manque de magnésium? Ah oui, alors, c'est possible d'avoir effectivement des carences qui font que vous allez avoir envie de manger des choses qui sont riches dans ces nutriments. Mais en général, cette faim émotionnelle, elle n'est pas due à des carences, elle est due à des restrictions que vous vous êtes faites, que vous n'êtes pas autorisé à manger en fonction de votre plaisir de manger. Alors quand on a une faim qui est émotionnelle, premièrement, c'est réorganiser un peu son alimentation, mais aussi ses croyances alimentaires. C'est-à-dire, premièrement, arrêter de faire des restrictions, arrêter de faire des régimes, et commencer à être un peu plus conscient de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous fait chercher une récompense dans l'alimentation? Et on est bien d'accord que quand vous avez une faim émotionnelle, vous êtes plus tourné vers le chocolat que vers les haricots verts, comme je disais. Hein. Alors, si vous êtes vraiment perdu, si vous ne savez pas par où commencer, ça vaut la peine de rencontrer un professionnel comportemental qui peut travailler avec vous toutes ces questions. Hein, parce que parfois, on ne sait pas gérer une émotion, on ne sait plus, et on va chercher du chocolat. Et c'est vrai que manger du chocolat, ça fait du bien. Mais le problème, c'est que ça ne règle pas le problème. Vous vous retrouvez avec deux problèmes. Vous êtes toujours avec le même problème que vous n'avez pas résolu. Et en plus, vous avez mangé trop de chocolat. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était 2 questions sans rapport. Ah oui, d'accord. Bon, je trouve qu'elles ont un rapport parce que vous parlez de manger émotionnel et ensuite, est-il possible d'avoir envie de chocolat et de noix en raison de manque de magnésium? Je suis d'accord qu'on peut avoir des envies de manger qui sont dues à des carences, comme je le dis. Mais la plupart du temps, hein, ce qu'on voit, ce ne sont pas quand même des carences nutritionnelles. Il y a des carences nutritionnelles. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de faire d'abord un check-up chez un médecin, voir où vous en êtes. Mais moi, je pencherais surtout pour ces envies de chocolat dont tout le monde parle. Je pencherais plus pour une question émotionnelle. Hein, quand on est dans la faim émotionnelle, on va penser plus facilement à du chocolat qu'à des carottes. Hein. Alors, si vous avez des envies de noix, c'est un excellent aliment. Chocolat et noix, pourquoi pas faire votre goûter avec du chocolat et des noix. C'est très intéressant d'écouter ces envies. Hein, non seulement de les écouter, mais de les respecter. Alors, est-ce que c'est dû à un manque de magnésium? Ça peut l'être, mais comme ça peut être d'autres nutriments, vous voyez. Je sais qu'on entend beaucoup ça, que avoir envie de chocolat, c'est un manque de magnésium, mais c'est vraiment ce qu'on appelle de la pseudo-science. Hein, c'est loin d'être associé de manière claire. D'accord. La plupart des gens qui me disent j'ai des grandes envies de chocolat, par exemple, c'est de la faim émotionnelle. C'est beaucoup plus courant d'avoir de la faim émotionnelle que d'avoir des carences en magnésium. Maintenant, je ne peux pas répondre sans vous avoir ausculté, sans avoir traité votre cas, voyez. Mais c'est une piste. Donc c'est pour ça, commençons par notre santé. Où en sommes-nous dans notre santé? Voilà, donc là j'ai répondu aux principales questions que j'ai vues. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais je vous remercie pour votre accueil, votre attention. C'est sympa. Je m'entraîne à parler français parce que j'ai tendance à travailler surtout en portugais. Mais c'est ma langue natale. Hein. Je suis née en France, je suis née à Bordeaux. J'ai fait mes études en France, donc je suis bien française de cœur aussi, et brésilienne. Voilà, donc j'ai la chance de parler 3 langues couramment. Je parle français, anglais et portugais. J'ai vécu 9 ans aux États-Unis et étudié plus de 13 ans l'anglais à l'école. Et puis, ça fait 20 ans que je suis au Brésil. Voilà. Donc, écoutez, merci de votre attention.
Et vous pouvez continuer à poser des questions. Je ferai d'autres lives, ça me plaît beaucoup. C'est un moyen de parler avec mes followers et puis aussi de régler certaines questions. Hein. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Dites-moi s'il y a des thèmes qui vous intéressent aussi. On peut faire un live sur des thèmes que vous choisissez. Et j'aime beaucoup cette interaction par Internet. Et Internet, il y a du bon et du moins bon. Hein. Sur Internet, on a de tout. Et notamment beaucoup de tyrannie alimentaire. Donc faites attention au profil que vous suivez. Faites attention à qui vous suivez sur Internet, sur Instagram, posez-vous la question d'abord de la formation, si c'est une formation en santé ou simplement quelqu'un qui s'est inventé tout d'un coup donneur de bons conseils. Et puis une autre chose intéressante, c'est de voir si ce profil Instagram ou Facebook vend des produits ou s'il parle beaucoup de marques. Parce que souvent, malheureusement, ce sont des profils qui sont là pour vous vendre de manière indirecte des suppléments, des produits, un discours tyrannique, hein, avec une attitude de santé. D'accord. Donc voilà, faites un petit peu le tri tout ça et reconnectez-vous avec vous-même. Vous êtes votre meilleur spécialiste, donc reprenez confiance en vous et reprenez confiance dans votre corps. Votre corps est capable de trouver lui-même ce chemin de la meilleure santé. Voilà. Bon appétit, bonne soirée et bon confinement parce qu'on est encore tous confinés, mais je sais qu'en France on parle déjà de la suite. Tant mieux pour vous. Chez nous c'est un peu la confusion ici au Brésil. On est confinés depuis nous personnellement le 13 mars, donc à peu près en même temps que nous, parce qu'on est rentré de France. Hein, j'étais allée en France faire une conférence TEDx qu'on peut trouver sur internet. Donc on peut peut-être mettre même dans ces commentaires le lien. Comme ça, vous pouvez aller écouter. C'est un 20 minutes sur le poids des régimes. Voilà, merci. À très bientôt. Bonne soirée.